Euh, bon, est-ce que c'est utile? Peut-être pas, de revoir un peu la théorie en gros de la programmation par contrainte. Donc, qu'est-ce que ça veut dire et quelle est un peu la terminologie qu'on va utiliser ou pas, car tout le monde là est assez fort déjà dans ce domaine. Donc, dites-moi. Alors là, si je parle plutôt de domaine de propagation de règles, etc., est-ce que tout le monde est confortable avec ça? Non, pas non. Oui? Non, pas vraiment. Ça vaut le coup. Ok, d'accord. Est-ce que tout le monde a au moins une idée intuitive de ce que programmation par contrainte veut dire? Oui. Oui? Ok. Julien, j'allais dire, si ça intéresse à quelqu'un, et moi je serais intéressé à ça par contre, à un moment donné, peut-être en fin de journée, j'aimerais aussi avoir un peu de table ronde, entre guillemets, sur la question de contraintes, dans le sens que, comme je vais vous montrer, le moteur de résolution, les moteurs de résolution de Bach sont encore ils sont un peu des ébauches quelque part. Et donc, j'aimerais bien réfléchir avec des personnes qui ont déjà travaillé avec notre système sur comment ça peut avancer, et, voilà, écouter un peu d'idées, faire un peu de réflexion. Voilà. Ça aussi, car a priori, l'esprit un peu de ces journées était un peu celle d'échange aussi. C'était ça un peu l'idée avec Jacopo. Donc, ça me va de rester là au tableau et d'écrire des trucs, mais j'aime bien si à un moment donné, dès qu'il y a pas mal de personnes qui sont assez avancées déjà en CAO, formalisation musicale, etc., si on peut trouver l'occasion aussi de partager un peu l'idée plutôt que d'aller de façon unidirectionnelle. Voilà. Alors, l'idée à la base, comment dirais-je, la métaphore un peu à la base de la programmation par contrainte, est celle de pouvoir spécifier un problème, non pas en termes de steps qui sont nécessaires à le résoudre, mais en termes de qualité du résultat qu'on veut obtenir. Donc en gros c'est ça. En fait, il y a un ensemble de techniques qui se sont développées pour pouvoir un peu cibler cet objectif. Et en général, ce qui est un peu commun à ces techniques est l'idée de recherche combinatoire. Donc essentiellement, dans toutes les formulations d'un problème par contrainte, on part d'un ensemble de données, disons, brutes, non pas sélectionnées, et on va chercher dans ces données brutes des solutions, des éléments qui satisfait certaines règles, certaines conditions qui peuvent être à la fois des conditions absolues du genre vrai, faux, yes, no, good, bad, ou des conditions relatives du genre mieux, pire, plus cher, moins cher, plus efficace, moins efficace. En particulier, ça, c'est relativement... comment dirais-je, ce type de représentation montre quelque part la vérité mathématique, algébrique si vous voulez aussi, ou du type de processus, mais dans la vie réelle, le processus est fait extrêmement complexe par le constat que très souvent, dans le même problème qu'on va toucher, la quantité de données à sélectionner est immense. Donc, on adopte des techniques pour conceptualiser une possibilité de réduction de la complexité des données. De l'immensité, je dirais, pas de la complexité, mais de l'immensité des données. Une de ces façons est de diviser le problème dans un ensemble de variables.
Donc, il est clair que si pour faire un exemple relativement classique, en fait plus complexe qu'il apparaissait à première vue, mais si pour faire un exemple classique, mon but est de résoudre un choral. D'accord? Donc, j'ai ma basse, ou pas, ou des règles harmoniques, ou ce que vous voulez, et je veux faire une harmonisation de chorale. Alors, il est vrai que d'un point de vue rigoureux, on pourrait se dire que l'ensemble dans lequel je vais chercher est l'ensemble de tous les chorales possibles. C'est évidemment un ensemble infini, sauf le fait que je peux commencer à appliquer certaines règles qui réduisent cet ensemble infini à un ensemble fini. Comme par hasard, le fait que je peux me dire, j'ai une limitation sur le numéro d'accords, sur le nombre d'accords que je vais toucher. Par exemple, je vais faire un choral de 64 accords, 63 plus probablement, car à la fin ça sera sur le temps fort. Donc probablement 63 accords. Et pour chaque note, je ne veux pas prendre l'entier continu des fréquences ou des midi-pitch flottantes, mais je vais prendre un ensemble de midi-pitch limité en bitus. D'accord? Et donc, par exemple, dans ce cas-là, je me dirais que, avec ce type de formulation, je me dirais que j'ai chaque voix pour chaque accord a, je ne sais pas, on se dit que l'ambitus complexif est 4 octaves, juste pour donner un numéro grossier. Alors j'ai 48, ok, qui est le numéro de notes, de possibilités pour chaque voix. Puissance 4, car j'ai 4 voix. Puissance 48, puissance 63, car j'ai 63 accords. Donc ça nous donne l'idée de l'immensité qu'on est en train de toucher. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour rationaliser un peu ça? Et évidemment, dans ce type de formulation, nous avons un ensemble fini de possibilités. Ça, c'est l'ensemble des chorales possibles. Ok? Et je dois chercher un choral satisfaisant. Un choral satisfaisant parmi une multitude de chorales satisfaisantes, évidemment, car il n'y a pas un seul choral possible dans cet ensemble. Okay. Donc il faut en trouver un. Pour améliorer un peu pour rendre le problème plus manipulable, on dirait, on divise le problème en sous-problèmes, donc en variables. On essaye de définir des variables, c'est-à-dire des ensembles de valeurs qui soient beaucoup plus limités et qui soient beaucoup plus nombreux, avec des règles qui mettent en relation les qualités souhaitées dans un de ces ensembles avec les qualités souhaitées dans l'autre de ces ensembles. Alors là, par exemple, je peux me dire que je vais avoir 63 fois 4, donc 63 accords fois 4 voix par accord, ensemble de 48 éléments, chaque ensemble. Et comme ça, ça fait un peu moins peur. En fait, du point de vue purement numérique, on est encore là-dedans. Ok? Mais ça fait un peu moins peur, je dirais. Alors, toute l'histoire de la programmation. Et là, je me dis que j'ai un ensemble de règles qui, par exemple, me disent que dans cette voie-là, qui est dans cette variable-là, qui est par exemple soprano, premier accord, dans cet ensemble-là, je peux choisir seulement des notes qui sont dans un certain ambitus qui est un sous-ensemble de l'ambitus global, donc qui est l'ambitus de la voix du soprano, avec certaines notes qui sont les notes pertinentes au premier accord, donc probablement en tonique, supposons d'être en do majeur, donc ça sera que de do mi sol. Et alors là, vous vous rendez compte qu'avec la seule application de ces règles-là, mon domaine passe de 48 valeurs à 6 valeurs, par exemple. Donc ça se réduit immédiatement de façon assez consistante.
car j'ai normalement 2 octaves do mi sol. Et ça sera tout. Mais ce n'est pas suffisant, car évidemment, si là j'ai certaines, hauteurs possibles, alors là, le choix de ces hauteurs conditionnera le choix des hauteurs dans les autres variables. Car évidemment, si là j'ai un Do, et là par exemple j'ai un Sol, non, supposons, là j'ai un Do, là j'ai, oui, pourquoi pas, là j'ai un Sol, et là j'ai encore un Do, alors par exemple ici je suis obligé d'avoir un Mi. D'accord, je vais avoir un accord complet, pas Do, Sol, Do, Sol, je vais avoir Do, Mi, Sol, Do, par exemple. Donc, là je me dis que le choix de ces 3 notes-là me conditionne là-dedans à avoir un Mi. Là c'est, par exemple, la basse bon, je suis en train de dire n'importe quoi, disons que ça c'est la basse, ténor, alto, soprano. Alors évidemment, si ma basse c'est Do, mon soprano est Sol, mon alto est Do, j'ai besoin d'un Mi à un moment donné, etc. Ou, par exemple, si à un moment donné, une des voix de la corde N, on est en Do majeur, d'accord? Si l'une des voix de mon accord N est en Si, alors la même voix de l'accord N plus 1 devra être en Do, etc., etc. D'accord? La sensible doit résoudre, etc., etc. D'accord? Là, car je suis en train de faire un modèle de harmonie classique de chorale. Évidemment, je peux appliquer des règles différentes si je veux de l'assistance dans un problème différent. Mais c'est juste pour donner un peu un aperçu du type de problématique. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On définit une série de règles avec des associations. C'est-à-dire que chaque règle que nous allons définir conditionne soit un domaine, soit la relation entre un nombre limité de domaines. Donc, par exemple, dans ma formulation où mes voix sont appelées basse 1, ténor 1, alto 1, soprano 1, et après basse 2, ténor 2, alto 2, soprano 2, etc. D'accord? Jusqu'à basse 63, etc. Dans ce type de formulation de variables, alors là je me dirais par exemple que j'ai une règle qui m'oblige à faire en sorte que si dans une variable n j'ai un Si, dans la variable n plus 4, j'aurai le Do immédiatement supérieur, etc. Donc ça c'est un type de règle qui conditionne la relation entre deux variables. D'accord? Évidemment là je suis en train de décrire un modèle qui est extrêmement simple. Après, dans le Pacciari en dièse, il y a un exemple plus chouette de chorale vraiment réalisé. Avec une règle en plus qui est une suivi mélodique, donc on descend en profil mélodique pour le choral lui-même. Donc disons que l'entier domaine de la programmation par contrainte, du point de vue purement formel, est extrêmement simple. Il s'agit d'opérer des choix dans un domaine fini. Du point de vue de la programmation est complexe car il demande beaucoup d'optimisation. Et donc, beaucoup de notions qui rentrent dans les principes de la programmation par contrainte sont des notions qui sont banales du point de vue mathématique, voire redondantes du point de vue mathématique, formel, mais qui sont extrêmement pertinentes du point de vue informatique. Par exemple, maintenant je vais imaginer un problème hyper simplifié, donc un problème banal si vous voulez, avec un seul domaine et avec très peu de valeurs et très peu de règles. Donc imaginons par exemple, je ne sais pas, que j'ai un ensemble de nombres et je veux sélectionner le nombre pair là-dedans. Ok,
Je suis d'accord, c'est un problème idiot. Ce n'est pas quelque chose qu'on va résoudre avec la programmation par contrainte dans la vie réelle. Mais là, je vais vous poser ça comme exemple. Excusez-moi, je fais un pas à l'arrière. Disons que sans savoir au tout début quel est mon ensemble de provenance, on le choisira. Je veux me dire, je veux trouver des nombres pairs. Ok? Alors là, il se pose la question de quel est mon ensemble de départ. Par exemple. Ou alors, je me dis, j'ajoute une règle, juste afin que le problème soit tout légèrement moins banal. Je veux que mon nombre soit pair, donc je peux l'écrire en termes maxi n mod 2 égale 0. Ok. De plus, je veux que ça soit un nombre. Donc là, je l'ai appelé n. Mais moi, je pourrais avoir aussi, je ne sais pas, des lettres, voilà, des autres choses. Ok. Donc, je veux que n soit un nombre, par exemple, je ne sais pas. Ça, vous savez, ça veut dire un nombre positif, un nombre entier positif ou négatif. Il doit être pair et, par exemple, il doit être inclus entre moins 10 et 10. Alors évidemment, là, j'ai un choix, si vous voulez, qui est un choix pratique, ce n'est pas un choix conceptuel, quelque part. C'est un choix pratique de quel est mon ensemble de départ. D'accord? Mon ensemble de départ peut être évidemment celui-là, etc. D'accord? Mais mon ensemble de départ ok? Mais je peux me dire, mon ensemble de départ sera un ensemble de seuls nombres. Mais je peux me dire, mon ensemble de départ sera un ensemble de seuls nombres entiers. Et ça, c'est intéressant. Car si vous voulez, là, je suis en train de faire des considérations banales, mais j'ai de quelque façon subsumé. Est-ce qu'on peut dire ça en français? Ouais. Voilà. Cette première règle. Et après, je peux me dire, à la limite, je remarque que cette règle est implicitement subsumée aussi. Il me reste cette règle-là. C'est encore une règle banale. Donc, finalement, ma solution du problème arrive comme ça. Arrive tout simplement pour réduction, disons, comment dire, pour réduction banale du domaine. Ok, évidemment, ça c'est simple car mon domaine était extrêmement réduit. Mes règles étaient pas nombreuses et très simples aussi. Et j'avais un seul domaine. Mais le type de problème, le type de concept s'applique à tout problème par contrainte. Donc, la première considération est qu'en termes, comment dirais-je, purement formels, il n'y a pas de distinction entre le résultat de la... Disons, il n'y a pas, alors comment dirais-je, il n'y a pas une frontière nette entre la définition du domaine, la définition des règles et la définition de la qualité du résultat que je veux obtenir. D'accord? J'ai certaines qualités qui sont des qualités, je dirais, je pourrais presque dire expérientielles, ou alors disons de qualité pratiquement, que je vais individuer pratiquement, et je dois choisir où je veux appliquer chacune des qualités. C'est-à-dire, au tout début, je me suis dit, dans l'exemple du choral, je me suis dit, mais mon domaine, ça sera des millicents dans un ambitus. Mais a priori, il n'y avait rien qui m'empêchait d'avoir un domaine de départ qui était de midi-champs et des millicents et des chats et des pommes. D'accord? Pourquoi pas? Ça est beaucoup moins banal dans la pratique, car très souvent, on se pose le problème de est-ce que ce type de réduction du domaine, je le fais a priori,
ou je le laisse faire au résoluteur du problème. Alors là, la réponse, encore une fois, est relativement simple d'un point de vue de principe, c'est-à-dire la recherche combinatoire, donc ce type de recherche, est une recherche très gourmande du point de vue computationnel. Si j'arrive à réduire le domaine et à donner moins de règles, la recherche va être plus efficace. Donc on peut voir la programmation par contrainte un peu comme la recherche d'un équilibre entre l'effort que moi je veux faire et l'effort que je veux que la machine fasse. Et parfois, la recherche de cet équilibre n'est pas évidente à trouver. Car parfois, il y a des considérations qui sont extrêmement banales pour nous, tellement banales à être given for granted. Je ne sais pas comment dire en français. Prise comme donnée. Prise comme donnée. Okay. Par exemple, le fait que je ne veux pas mettre des pommes et des chats dans mon domaine de recherche pour un choral. Mais c'est pas, je ne sais pas comment dire, c'est un choix pratique. D'accord. A priori, vous pouvez aussi être des pommes et des chats. Des autres fois, le choix, a priori, est plus problématique, je dirais. Par exemple, est-ce que, alors, dans ma voix de chorale, je mets seulement l'ambitus de sa voix à elle, ou est-ce que je mets l'ambitus du choral entier? Est-ce que je mets quelle note de la gamme de Do majeur, ou est-ce que je mets toutes les notes de la gamme chromatique, etc. Ça dépend du type de formulation du problème, mais la règle d'or est toujours valide, donc l'effort que moi je ne fais pas, c'est un effort que je demande à l'ordinateur. Et il est vrai que l'ordinateur est extrêmement plus rapide de nous à évaluer des possibilités, mais il est aussi vrai qu'il a en général des heuristiques beaucoup pires. Donc il a beaucoup moins, je voudrais dire, il n'a aucun common sense, sens commun, pour s'aider à jeter des éléments qui ne sont pas pertinents. Il doit vraiment les évaluer avec la même attention tous. Donc, il n'a aucune... si dans mes gammes de Do majeur, j'ai un Do dièse qui tombe par erreur, il doit l'évaluer comme tous les autres. Il n'a pas le coup d'œil qui lui dit ah, là c'est un Do dièse. Bon, ça c'est évidemment pas. D'accord? Il n'y a pas de évidemment pas là-dedans. Même pas si c'est un chat. S'il y a un chat là-dedans, il doit l'évaluer quand même. Je devrais lui donner une règle qui lui dit attention, ils doivent être des nombres entiers multiples de 100, car je suis dans une gamme chromatique. Donc un chat n'est pas un nombre entier multiple de 100, et donc il doit l'évaluer en tant que tel et le balancer, éliminer du domaine du problème. Alors justement pour cet ensemble de raisons, on parle de propagation de contraintes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je pars d'un domaine n'importe quoi et je veux obtenir un autre domaine. Et très souvent, ce domaine-là est parcellisé dans plusieurs sous-domaines qui sont les domaines de la variable du problème. D'accord? Et je veux... alors, le fait que là, j'ai divisé mon domaine de départ dans des domaines de variables. Attention, ne veut pas dire qu'après, je veux trouver des valeurs pour chaque domaine de variables. Attention, ça c'est subtil, mais c'est important. Moi, je veux trouver là, si j'avais des marqueurs colorés, ça serait chouette, je ne l'ai pas. Mais alors, je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. Alors, disons que j'ai domaine 1, ils sont des points. Domaine 2, ils sont des petits triangles. Domaine 3, ils sont des carrés. Là, j'ai, je ne sais pas, des petits cercles. Et là, j'ai des petites barres. Ok. Alors, ce que je suis en train de demander à mon système n'est pas de me trouver un ensemble de bons points qui seront moins qu'au départ, probablement. Sûrement pas plus qu'au départ, évidemment, car c'est une réduction de domaine, potentiellement le même nombre qu'au départ, ou probablement moins qu'au départ. Et un ensemble de triangles, et un ensemble de cercles,
etc. C'est pas ça que je veux trouver. Car moi, je me préoccupe aussi de la corrélation, de la relation entre le domaine. Donc, c'est-à-dire que ce que je veux trouver, effectivement, sont des ensembles possibles de combinaisons valides de points, triangles, cercles, etc. Donc, ce que je veux trouver est plutôt ça. Point, triangle, rectangle, etc. Et un autre possible ensemble de points, triangles, rectangles. Vous voyez? Donc ça, c'est juste pour vous montrer le fait que la division en domaine est très pratique, mais du point de vue purement conceptuel, du point de vue purement formel, nous sommes en train de traiter un ensemble de toutes les possibles combinaisons de points, triangles, rectangles, cercles, barres. D'accord? Alors justement, ce qu'on fait, à un moment donné, est que j'ai mes ensembles de départ, mes domaines de départ, mes règles, et je vais trouver des façons pour, par exemple, choisir un point, voir quels triangles sont compatibles avec ce point-là, voir quels carrés sont compatibles avec cette spécifique combinaison de points triangles. Vous voyez donc, je pars d'un triangle, je pars d'un point, je cherche un triangle, je cherche un carré qui ne soit pas compatible avec ce point et avec ce triangle, mais avec cette particulière spécifique combinaison de points triangles. Donc, c'est plutôt ça. Et après, je vais construire ça. Et après, je vais chercher un cercle qui soit compatible avec cette spécifique combinaison de points triangles rectangles. Et si je ne le trouve pas, je dois au moins jeter cette combinaison de points triangles rectangles et en chercher une autre. Vous voyez? Car on peut se dire en soi-même, Daniel, est-ce que, je suis désolé, mais Vas-y. d'accord? Il est évident que Do et Sol peuvent aller ensemble. Il est évident que Sol et Si peuvent aller ensemble. Mais normalement, dans un choral non orné, dans un choral simple de Bach, je ne vais pas avoir ça. D'accord? Donc évidemment, ça c'est OK, ça c'est OK, ça c'est OK, ça c'est pas OK. D'accord? Donc c'est la combinaison entre eux. C'est l'entière combinaison que je dois évaluer à fur et à mesure que je la construis. Et donc, évidemment, j'aurai probablement une première évaluation qui peut potentiellement me donner ça, une deuxième évaluation qui peut potentiellement me donner ça, tout bien jusqu'à là, mais à un moment donné, je dois évaluer ça, et je dois me dire non, ça c'est pas bon, et donc je dois trouver quelque chose d'autre, peut-être ça. Ok, ça c'est bien. Maintenant, j'ai besoin de ma quatrième voie. Évidemment, là, je peux me dire que ça c'est ok, mais ça c'est pas ok car j'ai pas la tierce. Alors je dois rebondir sur ça. D'accord? Et ça sera seulement cette combinaison des quatre, de, si vous voulez, point, cercle, carré, triangle, pourquoi pas, qui est acceptable dans le contexte du problème. Et donc c'est pour dire qu'effectivement, ça c'est une très bonne optimisation du problème. Mais encore une fois, ce qu'on va chercher du point de vue formel sont des entières combinaisons de quatre. Donc, ma définition complexive formelle concerne ça, opposé à ça, opposé à ça. D'accord? Et donc, évidemment, ce que je vais évaluer est l'ensemble des caractéristiques de ma solution. Voilà. Alors là, je parle de propagation du domaine, de propagation des règles, justement car je me dis, alors, j'ai une première règle, par exemple, qui me dit, j'accepte des tierces, des quartes et des quintes. Des tierces, des quartes et des quintes. Donc, voilà. Okay. Alors, je vais rajouter une autre règle. Je vais rajouter la même règle pour la prochaine couple de voix. Donc, après, je vais rajouter la même règle pour la prochaine couple de voix. Non, oui, ok. Et après, je vais propager la règle vers
ce que j'avais déjà assigné quelque part. Et donc là, je me dis oui, oui, non. Donc là, la propagation, vous voyez un peu visuellement qu'est-ce que je veux dire avec propagation. Ok. Donc là, je me retrouve dans un cas où la propagation a failed, échoué. Là où la propagation a échoué. Et alors, je dois essayer une différente propagation. Et tout ça, on le représente très bien avec un arbre où, disons, où j'ai un espèce de parcours de choix. Ok. Et là, j'ai un espèce de parcours de choix. Et qui n'est pas évidemment comme ça, mais qui est plutôt comme ça. Et pour chaque choix, j'ai des autres branches qui se ouvrent. Et à un moment donné, je dois me dire, non, là, je suis dans une branche qui n'amène à rien, qui n'amène nulle part. Et donc là, je dois être... Et là, c'est justement graphiquement, spatialement, topologiquement, si vous voulez, ma propagation de règles. Et à un moment donné, je me dis, là, ça m'amène de nulle part, et donc je dois avoir la possibilité d'essayer une autre branche. Alors, je dirais que toute l'histoire de la propagation, toute la pratique de la propagation de contraintes concerne la façon où nous nous baladons dans cet arbre. Ok, ça c'est en gros, disons, une espèce d'introduction au problème. Donc je m'excuse pour ceux qui savaient tout déjà. Mais bon, c'était juste pour donner un peu de terminologie. Donc, on a défini le domaine, la solution, alors les domaines, la solution, les règles et le concept de propagation. D'accord, ça sont nos quatre grandes définitions qu'on va utiliser pendant la prochaine discussion. Ok, maintenant si ça vous va, on repart.